Si aujourd'hui vous êtes intéressé par le trading, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi apprendre, vous n'avez pas les bases, eh bien, je vais absolument tout vous donner dans cette vidéo. On va aborder les marchés financiers, la cotation d'un actif, quels sont les différents types de trading, les courtiers, les plateformes d'analyse, les bougies, les time frames, les tendances, tout le vocabulaire utile, la psychologie, le risk management, les stratégies, et surtout, je vais vous donner un plan d'action étape par étape pour que vous puissiez enfin atteindre cette rentabilité en 2025. Donc, prenez des notes, restez bien assis et vous allez voir la valeur que je vais délivrer dans cette vidéo est littéralement insane et surtout, à la fin de celle-ci, je vous donnerai le plan d'action. Avant de commencer et de rentrer directement dans le vif du sujet avec les acteurs du marché, je me devais de vous présenter et de vous dire concrètement qu'est-ce que le trading. Eh bien, c'est relativement assez simple. Les traders, donc nous, on va utiliser différents moyens d'analyse. Ça peut être l'analyse technique ou fondamentale pour essayer de prédire l'évolution future du prix. Et donc, si on pense que le cours du prix va monter, eh bien, on achète pour revendre plus haut. Et à l'inverse, si on pense que le prix va descendre, eh bien, on le vend avant de l'acheter, on le vend à découvert. Vous allez voir, je vais vous présenter absolument tout ça après, le short sell, le buy, etc., pour que vous puissiez vraiment comprendre et avoir des bases solides en trading. C'est ça le but de cette vidéo, vous construire des bases solides en trading et puis par la suite, vous donner un plan d'action étape par étape pour aller chercher vos objectifs en trading. Sur les marchés financiers, il y a plusieurs acteurs. Évidemment, chacun a leur rôle et leur utilité, mais ils sont absolument tous nécessaires au bon fonctionnement des marchés financiers. Le premier acteur qu'on va avoir, c'est les émetteurs de titres. Ça peut être des États ou des entreprises qui vont émettre des titres. Ça peut être des monnaies, des actions, des obligations. Et ces titres, ils seront échangés par la suite sur les marchés financiers, sur les marchés secondaires. Ensuite, on va avoir les investisseurs. On peut avoir des gros investisseurs, des petits investisseurs. Il y a plusieurs types d'investisseurs qui ont plus ou moins d'influence sur les marchés financiers. On se doute bien que ce n'est pas la même influence que BlackRock, par exemple, qui gère plus de 10 000 milliards de dollars. Moi, avec mon tout petit portefeuille, je ne vais pas faire grand-chose niveau influence comparé à eux. Tous les acteurs sont sur le marché, mais certains ont beaucoup plus d'influence que d'autres. Parmi ces investisseurs, qui est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Eh bien, on va avoir les sociétés de gestion qui sont des sociétés d'investissement habilitées à gérer de l'argent pour le compte de clients par le biais de mandats. Donc ça, c'est des acteurs qui sont plus ou moins gros, ça va dépendre. Ensuite, on va retrouver les traders pour compte propre. Donc, comme moi, par exemple, ça va être généralement des particuliers qui sont passionnés et qui veulent vivre de leur activité du trading, comme vous, je pense. Ensuite, on va avoir des traders institutionnels qui vont être essentiellement dans des assurances, dans des banques, dans des fondations, dans des fonds de garantie, dans des groupes de fonds de placement, dans des mutuelles, voilà, etc. Et ces traders, eh bien, ils ont quand même accès à des gros portefeuilles, mais qui ne sont pas non plus démesurés. Ensuite, on va avoir les hedge funds. Qu'est-ce qu'un hedge fund? Eh bien, c'est un fonds couvert. En gros, ça veut dire qu'il est couvert contre le risque de marché. Par exemple, il va être long sur une dizaine d'actions du CAC 40 en même temps et il va shorter son indice pour se couvrir du risque si les actions du CAC 40 étaient amenées à baisser. Voilà ce qu'est un hedge fund. Et ensuite, on va avoir les market makers, donc les teneurs de marché qui assurent la liquidité d'un titre en se présentant dans le carnet d'ordre à la fois à la vente et à l'achat pour fournir absolument tous les besoins en liquidité. Donc, on a les émetteurs de titres qui vont créer les titres. Ensuite, on a les investisseurs qui vont spéculer sur ces titres. Et ensuite, on a la régulation. Évidemment, vous doutez bien que les marchés financiers, c'est un peu comme dans tous les milieux, que ce soit dans la finance ou quoi que ce soit. Eh bien, il faut une régulation, sinon ce serait absolument n'importe quoi. Et donc, quelles sont les différentes régulations? Eh bien, elles sont en fait par région. Donc, par exemple, pour la France, eh bien, on va avoir l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui va réguler les marchés financiers en France et elle a du coup un pouvoir de régulation et de sanction par rapport à ça. Ensuite, on va avoir la SEC aux États-Unis, la Security Exchange Commission, qui va, de la même manière qu'en France, réguler les marchés aux États-Unis. Et puis après, on va avoir la FCA, la Financial Conduct Authority, qui va réguler les marchés en Angleterre. Et après, on a évidemment plein de régulations en fonction des pays, etc. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces autorités-là, elles ont évidemment des gros pouvoirs de sanction, que ce soit en matière d'amende ou tout autre, même de la prison, évidemment. Hein. Si vous faites n'importe quoi sur les marchés, on peut risquer de la prison et de très fortes amendes. Et ensuite, on va avoir les banques centrales. Eh bien, elles vont définir des taux d'obligation en fonction de la situation inflationniste et économique d'un pays. Et elles sont aussi là, évidemment, pour soutenir les pays en cas de forte crise, comme par exemple lors de la crise du Covid-19, où la Banque centrale européenne a créé de la dette pour pouvoir soutenir l'économie de ces pays. Évidemment, il y a d'autres acteurs sur les marchés financiers, comme les agences de notation, les analystes, etc. Mais là, je vous ai présenté les plus gros. Vous allez avoir les émetteurs de titres, puis les investisseurs, que ce soit des gros ou des petits, en tant que trader particulier, ou même jusqu'à des grosses sociétés d'investissement, des grosses sociétés de gestion. Puis, vous allez avoir la régulation, qui est absolument nécessaire, les banques centrales, qui influent beaucoup sur le cours des actifs, puisque ça marche à la confiance, évidemment, et à l'économie. Vous n'allez pas avoir envie d'acheter une action si l'économie du pays n'est pas bonne et s'il y a trop d'inflation, etc., ce qui pourrait ralentir la croissance. Donc, évidemment, chacun des acteurs ont un rôle et sont nécessaires pour le bon fonctionnement des marchés financiers. Sur les marchés financiers, évidemment, il y a plusieurs types d'actifs que je vais vous présenter dès maintenant. Le premier type, c'est les devises, le marché du Forex.
c'est le marché mondial d'échange des différentes devises. Quand, par exemple, vous allez vouloir échanger un euro contre un dollar, eh bien, vous allez être tributaire de ce cours qui est plus ou moins à 1,08 actuellement et qui évolue absolument tout le temps. Et donc, c'est pareil pour tous les gens dans le monde qui veulent échanger des euros contre des dollars ou inversement. Et donc, il y a ça pour absolument toutes les monnaies du monde. Il y a des cours de change pour que tout le monde, partout sur la Terre, puisse savoir exactement combien vaut un dollar par rapport à un euro. Le marché du Forex, c'est le marché le plus important et le plus liquide. On parle en milliards de valeurs de transactions chaque jour, en dizaines de milliards même. Et donc, le trading Forex, il va résulter entre l'achat et la vente de devises simultanément. Quand vous allez vendre euro-dollar, eh bien, vous allez vendre vos euros pour acheter du dollar. Et quand vous allez racheter, eh bien, vous allez faire l'inverse. Vous allez vendre vos dollars pour acheter de l'euro. Et ça, avec absolument toutes les devises. Et évidemment, ce marché d'échange, il a un rôle primordial dans le commerce international. Donc là, vous voyez, sur les marchés financiers, on va avoir différentes devises. Donc, par exemple, l'euro qui a son symbole, USD qui est voilà, le dollar américain, GBP qui est la livre sterling, AUD qui est le dollar australien. Voilà, et vous avez ça pour absolument toutes les devises sur Terre. Les différentes paires de devises Forex, on va avoir les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Sur les paires majeures, ça va être les paires où il y a le plus de volume, où ça va être beaucoup mieux pour trader d'après moi. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez vous lancer dans le trading Forex, de trader une des paires majeures. Parce qu'évidemment, sur les paires mineures, on va avoir plus de commissions, plus de frais, plus de spread, moins de liquidité. Et ne parle pas des paires exotiques qui sont absolument chaotiques. Donc concentrez-vous sur les paires majeures, ce sera déjà très bien. Ensuite, on va avoir les matières premières, ou commodities en anglais. C'est un marché sur lequel va s'échanger des biens de base qui ont une valeur économique, qui sont produits en grande quantité. On peut avoir le pétrole, le gaz, l'électricité. Ça peut être aussi des matières premières comme l'or, l'argent, voilà. Ça peut être plein de choses, comme il y a aussi tout ce qui est produits agricoles, le blé, le colza, le maïs, le soja, le jus d'orange, il y a le café, enfin le sucre. Il y a absolument un cours pour tout, pour qu'on puisse savoir exactement combien vaut une tonne de, voilà, ou un baril, ou ça dépend quelle matière première vous allez utiliser. Mais par exemple, si c'est du blé, ça va être en tonnes. Et donc, chaque agriculteur, partout où il est dans le monde, a le même prix pour vendre sa tonne de blé. Et donc, ces matières premières, elles vont être vendues sur le marché financier avant d'être exploitées par les industriels. Évidemment, vous pouvez spéculer sur le cours de l'or, sur le cours du gaz, de l'électricité, du pétrole. Et vous pouvez acheter du pétrole sans recevoir des barils de pétrole chez vous par le biais de contrats spécifiques. Mais vous pouvez aussi acheter des contrats physiques, des contrats réels de pétrole sur les marchés financiers, évidemment. Donc, je vous ai fait un petit résumé là rapide des différentes matières premières que l'on peut trader. Donc, vous allez avoir 3 catégories principales: les métaux précieux avec l'or, l'argent, le palladium, etc. Là, vous avez leurs différents symboles sur les marchés financiers. On va avoir l'énergie, pétrole, gaz, électricité, etc. Et on va avoir les produits agricoles, donc blé, maïs, soja, café, coton, jus d'orange, tournesol, voilà, j'en passe. Donc voilà à peu près les différentes matières premières qu'on va pouvoir trader. Évidemment, il y en a plein d'autres, il y en a des centaines, mais là je vous ai présenté les principales matières premières que vous pouvez trader. Ensuite, on va avoir les indices. Un indice, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un regroupement d'actifs financiers utilisés pour donner un indicateur de performance d'un secteur en particulier. Par exemple, on va avoir le CAC 40 qui est un résumé des 40 plus grosses entreprises françaises. On va avoir l'S&P 500 qui est un résumé des 500 plus grosses entreprises dans un secteur en particulier aux États-Unis. Vous voyez, et on va avoir comme ça des indices dans des secteurs particuliers ou des indices globaux des plus grosses entreprises de certains pays ou de régions qui vont pouvoir regrouper et indiquer la performance de ces différentes entreprises ou de ces différents actifs. Les mouvements de ces indices, ils vont être influencés par divers facteurs comme les actualités économiques, les situations géopolitiques des pays, les situations inflationnistes et les politiques monétaires des banques centrales. Ça peut être évidemment influé par plein de choses, mais c'est surtout l'économie et la situation économique du pays, puisque la plupart des indices sont des indices d'entreprises qui regroupent plusieurs actions d'entreprise. Donc là, je vous ai mis un petit résumé des 5 principaux indices boursiers. On va avoir l'US 30, l'indice américain, le Dow Jones, on va avoir l'US 100 qui est le Nasdaq, l'US 500, le S&P 500, le DAX et l'UK 100 qui est un indice anglais. Donc voilà, c'est les principaux indices qu'on peut retrouver sur les marchés boursiers, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, on va avoir les actions. Concrètement, une action, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça représente une fraction du capital d'une entreprise. Quand vous allez détenir une action, eh bien, vous devenez actionnaire de la société. Ça peut évidemment vous procurer certains droits, le droit de vote, le droit de vous présenter aux assemblées générales de l'entreprise, etc. Mais après, évidemment, ça va dépendre en fonction du nombre de parts que vous allez avoir au sein de l'entreprise. Il va y avoir plusieurs types d'actions. Il y a des actions au porteur, des actions nominatives, des actions... Voilà, il y a plein de types d'actions, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails ici. Et comme on l'a vu précédemment, eh bien, elles peuvent être regroupées dans différents indices comme le CAC 40, le NASCENT, voilà, le S&P 500, etc. Et donc, ces différentes actions, elles vont être regroupées dans des indices pour donner des indications de performance globale sur des secteurs en particulier. Là, je vous ai fait un petit résumé des principales actions. Vous avez Amazon, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Alibaba. Voilà, il y en a plein, hein, vraiment, il y en a plein. Il y a
plein d'actions, plein d'entreprises qui sont cotées en bourse. Mais là, je vous ai mis un petit échantillon pour que vous puissiez visualiser et situer ce que sont les différentes actions. Ensuite, on a le dernier marché qui est les obligations. Donc, c'est en fait un titre de créance, de prêt, peut être fait par une entreprise ou un État. Et en fait, ce montant, il est appelé montant nominal et il porte un intérêt jusqu'à l'échéance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, quand vous allez par exemple faire un emprunt à votre banque de 10 ans, vous allez avoir votre échéance qui est dans 10 ans et chaque année, vous allez devoir rembourser l'intérêt qui est de X euros par an et ça, c'est divisé par mois. Et vous avez le taux qui s'applique aussi évidemment à tout ça. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter concrètement comment sont déterminés les prix des actifs sur les marchés financiers. Les prix des actifs, ils sont évidemment déterminés en fonction de l'offre et de la demande. Lorsque l'actif est très demandé et qu'il y a peu d'offres, le prix monte. Et lorsqu'il est peu demandé et qu'il y a beaucoup d'offres, le prix descend. Quand voilà, on va avoir une offre inférieure à la demande, on a une hausse du prix. Quand vous avez une offre supérieure à la demande, vous avez une baisse du prix. Là, je vais illustrer ça. Quand vous avez un bonbon et que personne ne le veut, bah, il n'est pas cher. Quand vous avez un bonbon et que tout le monde le veut, il est cher. Voilà, c'est assez logique. Et quand vous avez un bonbon et qu'il n'y a qu'une personne qui le veut, eh bien, voilà, il n'y a pas de changement de prix, c'est égal. Je vous ai mis une petite courbe de l'offre et de la demande pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça se passe. Vous voyez, il y a l'offre, la demande et le prix appelé le prix d'équilibre et le prix de l'actif à l'instant T. C'est-à-dire que sur ce point-là de croisement, eh bien, c'est la cotation de l'actif à l'instant T, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande qui est trouvé et qui détermine le prix. Et donc, si la demande se met à s'écrouler, eh bien, le prix va baisser, évidemment. Et si la demande se met à exploser et que l'offre reste la même, eh bien, le prix va exploser. Voilà. Donc, c'est relativement simple en quelque sorte, puisque c'est la loi de l'offre et la demande qui détermine le prix. Et c'est comme ça partout sur les actifs, sur les marchés financiers. Je vais maintenant vous présenter les différents types de trading. Évidemment, chaque trader ne pratique pas le même type de trading et chacun doit trouver le style qui lui correspond en fonction de plein de critères que je vais vous présenter juste après. On va avoir 4 principaux types de trading. Le scalping, le day trading, le swing trading et le position trading qui pour moi n'est pas vraiment du trading mais plus de l'investissement à long terme. Maintenant, je vais vous les présenter. Concrètement, le scalping, eh bien, c'est une stratégie de trading ultra rapide où les traders ils vont réaliser des petits profits en un laps de temps très court, en quelques secondes à quelques minutes. J'entends beaucoup de personnes dire je fais du scalping alors qu'ils tiennent des positions 10, 15, 20, 30, 40, 1 heure, voilà, ça n'existe pas. Pas du scalping. Le scalping, c'est quelques secondes à 2, 3, 4 minutes maximum. Sinon, c'est du day trading. Voilà, concrètement. Le scalper, quelles sont ses qualités? Eh bien, il est pas du tout patient, pardon. Il a 1 sur 4 niveau patience. Il aime savoir vite s'il a raison ou s'il a tort. Niveau analyse technique, il est très calé. C'est-à-dire que le scalping, c'est que de l'analyse technique. Il n'y a pas d'analyse fonda. Voilà, concrètement, il n'y a pas d'analyse fonda. Et il a énormément de temps à consacrer au trading. Puisque quand vous êtes scalper, il faut être sur les graphiques toute la journée. Voilà, littéralement toute la journée sur les graphiques. Ensuite, on va avoir le day trader. Le day trader, c'est une stratégie de trading où le trader, il va prendre des positions qu'il va ouvrir et fermer dans la même journée. Donc, le day trader, il est plutôt patient, mais il aime quand même savoir vite s'il a raison ou s'il a tort. Ensuite, niveau analyse technique, eh bien, il est quand même très calé. Et il faut énormément d'analyse technique en day trading. Et là, on va pouvoir ajouter un peu plus de fonds. C'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements qui peuvent être en contre-tendance et contre à la fondamentale, puisque évidemment, c'est pas parce qu'on est en tendance ultra baissière et qu'on est ultra baissier sur la fonda qu'on ne peut pas prendre un retournement haussier, mais quand même, il va potentiellement nous servir parce que quand on a une fonda baissière, l'order flow est relativement souvent baissier et donc le day trader aime bien quand même ajouter un peu de fonda à son analyse technique. Et il a quand même pas mal de temps à consacrer au trading puisque ça prend du temps de faire du day trading, mais c'est quand même beaucoup moins que le scalping. Ensuite, on va avoir le swing trading. Le swing trading, c'est une stratégie de trading où le trader il va profiter des mouvements de prix à moyen terme, généralement quelques jours à quelques semaines sur des mouvements de 100 pips à 600, 1000, 1500. Et donc, niveau patience, le swing trader, il est plutôt très patient. Il arrive à attendre. Ça lui pose pas de problème si le prix retrace sur son prix d'entrée puis repart ensuite. Voilà, il n'y a pas de réel stress et c'est quand même pour moi une des choses les plus dures ou pas forcément en fait parce que ou du moins quand vous êtes débutant. Parce qu'en fait, quand vous êtes débutant, vous allez avoir du mal à ne pas couper les positions quand il y a un peu de gain, à ne pas décaler les stop loss, etc. Mais après, il faut se construire une discipline et ça, je vous ai fait notamment des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Donc, niveau patience, il est plutôt très patient. Analyse technique, il y a quand même de l'analyse technique, mais quand on fait du swing, on va vraiment privilégier l'analyse fonda. On va utiliser un peu d'analyse technique pour faire nos entrées en position, parce qu'on va pas rentrer n'importe où, mais on va surtout faire de l'analyse fondamentale. Vous allez voir, si vous comprenez pas ce qu'est analyse technique et fondamentale, présentez ça juste après. Et le swing trader, évidemment, il a pas énormément de temps à consacrer au trading, qu'on va pas être sur les graphiques toute la journée quand on fait des entrées en position en grosse time frame, eh bien ça met du temps à se former. Si vous ne savez pas tout ce que c'est ici, tous les mots de vocabulaire que j'emploie, vous allez voir, je vais tout vous présenter juste après. Et enfin, on a le position trader. Donc pour moi, c'est pas un trader, c'est plutôt de l'investissement à long terme où ce type de traders vont conserver leur position pendant des semaines, des mois, voire des années. Et donc là, la patience est ultime, l'analyse technique est nulle, il n'y a pas d'analyse technique ici, ou alors vraiment c'est minime quoi. Et ensuite,
énormément d'analyse fondamentale puisque c'est ça qui va driver les marchés à long terme et c'est là que l'order flow prend sens. Évidemment, pas de temps à consacrer puisque voilà, vous appuyez sur un bouton, vous achetez, vous laissez pourrir pendant 2 ans et vous regardez comment ça, comment ça finit à la fin. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter concrètement comment on va pouvoir faire nos analyses techniques. Eh bien, on va pouvoir les faire avec les bougies, les chandeliers japonais. Concrètement, qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Eh bien, c'est une représentation graphique du cours d'un actif sur les marchés financiers sous la forme de bougies. Il y a plein de représentations graphiques qui sont utilisées sur les marchés financiers. Il y a les candlesticks, donc les bougies japonaises. Après, on va avoir les barres, les pins. Il y a plein de choses, mais 98% des traders, sauf ceux qui tradent le footprint ou voilà l'order flow, le carnet d'ordre, eh bien, on utilise les bougies japonaises. Comment se forme une bougie japonaise et comment on va pouvoir la lire? Quelles informations elle va nous donner? On va avoir un cours. Donc là, c'est une bougie haussière et là, on a une bougie baissière. Donc pour la bougie baissière, vous allez, ou haussière, peu importe, vous allez avoir la mèche. Cette mèche, c'est le plus haut de la bougie. C'est-à-dire, c'est l'endroit où, sur la période de temps, l'actif a été le plus haut sur le cours de l'actif. Chaque bougie dure une période de temps limitée. Vous allez voir, je vais vous présenter ça juste après dans les time frames, mais chaque bougie dure 1 minute, 2 minutes, ou alors 5 minutes, 1 heure, 4 heures, 24 heures. On peut déterminer absolument la durée qu'on veut pour chacune des bougies. Ça peut même être 30 secondes, voilà. Mais c'est une période de temps donnée et à chaque période de temps, il y a une nouvelle bougie qui s'ouvre. Sur les différentes bougies, la mèche, le haut de la mèche, c'est le plus haut. Sur les différentes bougies, le bas de la mèche, c'est le plus bas. Sur les bougies haussières, eh bien, le cours d'ouverture est le début du corps de la bougie. Donc le corps, c'est la grosse partie de la bougie. Et le cours de clôture, c'est la fin du corps. Donc si la bougie est verte, c'est que logiquement, le cours d'ouverture est plus bas que le prix de clôture. Et si la bougie est rouge, eh bien, c'est que le cours d'ouverture est plus haut que le cours de clôture. Donc voilà comment se forment les bougies et ça va nous donner donc des indications sur ce que le prix fait. Voilà, s'il est plutôt haussier, baissier, si on a des différentes patterns de bougies, si on a des schémas de prix qui se forment, eh bien, on va pouvoir tirer des conclusions de ça et potentiellement prendre des positions. Juste avant que je vous présente ce qu'est les time frames, je tenais à vous dire que si aujourd'hui vous êtes un trader formé ou non, mais qu'en tout cas vous n'êtes pas rentable, vous n'arrivez pas à dégager de profit des marchés financiers, prenez un appel avec moi, il y a un lien dans la description et prendrez du temps sur mon calendrier personnel pour vous aider et essayer de résoudre vos problématiques en trading. Prenez cet appel, vous apportez énormément de valeur et vous aider à résoudre vos problèmes en trading. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une time frame? Eh bien, c'est une unité de temps d'une bougie utilisée pour représenter les données de prix sur un graphique. Vous allez avoir plusieurs unités de temps, on peut absolument toutes les mettre comme je vous ai dit juste avant. Ça peut être des secondes, des minutes, voilà, on peut mettre, mais il y a des time frames qui sont plus communes que d'autres. On va avoir le M1, le M5, le M15, le H1, le H4, le daily, le weekly et le monthly qui sont des time frames très utilisés dans le trading pour l'analyse technique. Concrètement, quelle est l'importance d'une time frame? Eh bien, regardez ici et comment ça se forme et comment ça se traduit sur les graphiques. Ici, on a une bougie en H1. Cette bougie, vous voyez, elle est baissière du coup, hein, évidemment. On a un cours d'ouverture qui est ici, un cours de clôture qui est ici, le plus haut qui est là, le plus bas qui est là. Et donc, si on traduit cette bougie en H1 et qu'on va voir à l'intérieur ce qui se passe en M1, vous voyez qu'on a le cours d'ouverture qui est là, le prix descend, 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 hop, il fait un plus bas ici, donc c'est le plus bas de la mèche. Puis, il remonte jusque là. Donc là, c'est le plus haut de la mèche. Et enfin, il vient clôturer ici. Les bougies en H1, elles peuvent pas se faire de 10h29 à 11h29. C'est des heures fixes. C'est de 10h à 11h. C'est des heures rondes. Les bougies M1, elles se forment toutes les minutes. Donc ça peut pas être de 10h32, 30 secondes à 10h33, 30 secondes. C'est 10h32 à 10h33. C'est toutes les minutes. Et donc c'est ça pour toutes les time frames. En fait, dès que vous avez des minutes ou des heures ou voilà des jours, c'est à chaque fois en fonction d'heures fixes et rondes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris à peu près ce que sont les time frames. Évidemment, chaque trader ne va pas utiliser les mêmes time frames pour faire leurs analyses techniques. On va avoir 3 types principaux de time frames et 3 sélections principales en fonction des 3 types de trading. Parce qu'évidemment, quand on fait du trading court terme, il n'y a aucun intérêt. Évidemment, quand on fait du trading long terme, il n'y a aucun intérêt à aller voir des toutes petites time frames, parce qu'on va prendre des mouvements qui sont très gros. Donc on va prendre des grosses time frames, là où les mouvements sont évidemment beaucoup plus gros. Alors que quand on est en scalping, il n'y a aucune raison de faire des analyses en weekly ou en daily, parce qu'on va chercher des tout petits mouvements de marché à l'intérieur d'une session de marché. Donc par exemple, si on est en scalping, eh bien on va faire ces analyses en M15, M5 ou à M1. Et puis en day trading, on va faire du H1, H4, M15, M5. Et en swing trading, on va faire du daily, H4, H1, M15, même si j'aurais pu rajouter évidemment du weekly et du monthly ici. Et là, du daily. Vous voyez, mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on est en scalping, on prend des petites time frames. Quand on est en day trading, on prend une moyenne time frame. Et quand on est en swing, on prend des grosses time frames. On prend des time frames en adéquation, adéquate avec son type de trading. Et surtout, en adéquation avec les objectifs qu'on va avoir. Quand on est en scalping, on cherche des tout petits mouvements, donc on prend des petits time frames. Quand on est en day, on cherche des mouvements moyens, donc moyenne time frame. Et pareil pour le swing. Là, je vous ai fait un petit résumé de l'utilisation des time frames dans l'analyse technique. Sur les grandes time
frame, on va voir la tendance générale du marché et on va voir vraiment l'order flow global, la tendance à très long terme. Et après, quand on va aller sur les petites time frames, dit low time frame, eh bien, on va pouvoir faire des analyses beaucoup plus détaillées et chercher nos points d'entrée, pouvoir chercher des patterns d'entrée en position, des schémas de retournement du prix. Voilà, on se base sur ce qui s'est passé dans le passé pour quand les schémas se reproduisent dans le futur, eh bien, essayer de reproduire les mêmes trades. Et c'est souvent ce qui marche, c'est ce qu'on fait en analyse technique. On prend les données du passé pour les appliquer dans le futur. Et donc voilà, les grandes time frames, ça va être pour avoir la perspective globale du marché. Et puis les petits time frames, ça va être fait pour faire nos entrées en position en plus petites time frames pour vraiment cibler et avoir quelque chose de précis, quoi. Quelles sont les différentes plateformes qu'on va pouvoir utiliser pour visualiser ces données de marché, ces bougies japonaises en temps réel sur les marchés financiers? Eh bien, la plateforme principale que absolument tous les traders utilisent généralement, c'est TradingView. TradingView, à quoi ça va nous permettre? Ça va nous permettre d'avoir accès à des milliers de cotations d'actifs en temps réel. Donc ça, c'est la première chose et ça va donc nous permettre de pouvoir analyser les prix, de pouvoir construire notre analyse technique, de pouvoir s'exercer sur les marchés financiers. Donc, on va pouvoir analyser les données en temps réel de milliers d'actifs. Ensuite, on va pouvoir s'entraîner sur le backtesting, c'est-à-dire qu'on peut faire du replay sur TradingView, c'est-à-dire remonter le temps et voilà, essayer de prévoir la future évolution du prix en faisant des trades fictifs en quelque sorte. Ça va énormément vous entraîner et entraîner votre capacité à analyser les marchés financiers et à réagir en fonction de telle ou telle situation sur vos trades. Ensuite, on va surveiller parce que sur TradingView, on peut mettre des alertes, c'est-à-dire que vous pouvez vous éloigner des graphiques et vous dire tant que le prix n'est pas rentré dans cette zone-là, je ne prendrai pas de position puisque j'ai déterminé d'après mon analyse que voilà que je voulais que le prix revienne là avant de prendre quelconque position. Mais vous allez mettre une alerte et dès que le prix la touche, une petite notif sur le téléphone et vous savez qu'à ce moment-là, il faut aller regarder les graphiques. Et ensuite, évidemment, vous pouvez partager vos analyses, vous pouvez partager vos graphiques via des liens très simples, ce qui vous permet de partager soit avec vos amis, soit comme moi je le fais avec les élèves de mon accompagnement. Donc voilà, TradingView, ça prend à peu près cette forme-là. Je ne vais pas vous faire une présentation en détail de ça, vous pourrez trouver des très bons tutos sur YouTube. Mais voilà, vous avez l'actif qui est ici, les différents indicateurs qu'on peut mettre. Bon, là, c'est du trading d'indicateurs, ce que moi je fais pas du tout, mais pour vous donner une idée en quelque sorte de comment se présente la plateforme. Ensuite, on va avoir la plateforme pour entrer en position que pareil 90% des traders CFD utilisent. Cette plateforme, c'est MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Il y a les deux qui utilisent. MetaTrader 5 est quand même à mon goût mieux que MetaTrader 4, mais c'est relativement similaire. Cette plateforme, elles vont être utilisées pour quoi? Pour trader. Elles vont être utilisées à 95% des gens pour trader. Les gens ne font pas leurs analyses sur MT4, ils font plutôt ça sur TradingView, mais bon, il y en a quand même qui analysent sur MT4, donc bon, libre à eux, mais c'est pas du tout intuitif, c'est tout pourri pour analyser. Par contre, pour entrer en position, c'est vraiment... On va pouvoir aussi sur MT4, moi pendant longtemps, j'ai eu pendant plus de 2 ans une boîte où je développais des logiciels algorithmiques en trading, et donc on codait en MQL4 sur MT4, sur MT5, en MQL5, et donc on peut automatiser des stratégies trading via ça, en faisant du codage. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 2 ans. Et aussi, on va pouvoir backtester en direct nos automatisations sur MT4 via des processus de backtesting qui sont très optimisés et très performants. Donc voilà, c'est en gros ce qu'il faut retenir, c'est que TradingView pour analyser, MT4, MT5 pour rentrer en position. Maintenant que vous connaissez les plateformes pour analyser et rentrer en position, vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour avoir potentiellement un compte de trading, que ce soit du compte réel ou du compte démo, pour au moins pouvoir m'exercer? Eh bien, on y vient. Les courtier. Et un courtier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un broker, une entreprise ou une personne qui va agir comme intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs d'actifs financiers. C'est ce qui va permettre la création de liquidités et la fluidité, en gros, dans les échanges sur les marchés financiers. Évidemment, les courtiers, ils sont pas tous réguliers, il faut leur faire attention à ça et on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la régulation. Il y a plusieurs acteurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement et il faut absolument privilégier les courtiers qui sont régulés pour ne pas avoir de problème. Je vous ai mis ici quelques exemples de courtiers. Moi, mon courtier préféré en quelque sorte, c'est IC Market, qui est un broker hyper legit, qui est régulé, etc. Je vous en ai mis quelques d'autres ici, Blueberry qui est bien aussi, Vantage qui est vraiment bien, même si c'est un broker où beaucoup font de l'affiliation. Je vous mettrai pas des liens d'affiliation en bas, voilà, mais ils sont très bien, ils payent très rapidement, les spreads sont plutôt bien, il y a plusieurs types de comptes, c'est assez intuitif. Moi j'aime bien ce broker, même s'il a pas forcément une très bonne réputation, mais moi je fais pas d'affiliation donc je n'ai rien à foutre. Si le broker je l'aimais pas, je vous l'aurais dit. Là en l'occurrence je l'aime bien. Il y a d'autres brokers comme IronFX, etc., qui sont pourris et qui sont là uniquement pour que vous ne puissiez jamais retirer vos fonds. En l'occurrence Vantage je l'ai, j'ai des comptes réels là-bas, j'ai déjà retiré de l'argent et j'ai eu aucun problème, donc c'est pour ça que je tenais à vous parler de ces brokers. Mais le must reste IC Market, Vantage sont aussi très bien et Blueberry aussi. VT Market sont bien plus pour les comptes PAM et pour pouvoir faire des solutions de trading, solutions de gestion, etc. Mais si vous, là aujourd'hui vous êtes débutant, je vous conseille vraiment d'aller chez IC Market, c'est pour moi le meilleur broker. Concrètement, à quoi vont nous servir ces brokers? Eh bien, vous allez pouvoir ouvrir des comptes démo, c'est-à-dire vous exercer en trading, et ça c'est très important et ça fait partie du processus. Vous allez voir, d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin de la vidéo, je vais vous présenter le processus étape par étape qui va vous permettre de concrètement devenir rentable en 2025. Donc restez bien jusqu'à la fin et écoutez tout ça, parce que si vous allez directement à la fin, vous allez rien comprendre à ce que je vais vous dire. Donc un broker, ça vous servir à quoi? Eh bien, ça vous servir à ouvrir un compte démo pour vous exercer, et par la suite, quand vous allez avoir les compétences et que vous allez être rentable sur votre compte démo, vous allez pouvoir ouvrir un compte réel, déposer de l'argent et trader le vrai argent.
trader votre argent pour, voilà, lorsque vous exécutez une position, vous faites vos analyses, que ça vous permette de, voilà, gagner de l'argent tout simplement parce que vous êtes en réel. Évidemment, ces brokers, ils se rémunèrent par 2 choses, le spread et les commissions. Vous allez voir, je vais vous présenter ça juste ici. On part dans des choses un peu compliquées, mais c'est important, il faut que vous connaissiez ça pour que, vous puissiez savoir quels sont les frais qui s'appliquent à votre argent, à vos capitaux en réel. Donc le spread concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence de ces 2 prix entre le bid et le ask et il varie évidemment en fonction des courtiers et quand vous avez un gros spread, ça peut affecter directement votre rentabilité. Donc il faut faire très attention à ça, il faut choisir un courtier qui est adapté et surtout un type de compte adapté en fonction du type de trading que vous allez faire. Parce que vous allez voir, si par exemple vous avez un plus gros spread, vous allez avoir moins de commissions, si vous avez plus de commissions, vous allez avoir un moins gros spread, donc ça va vraiment dépendre. Si vous faites du scalping, vous allez entre guillemets vous en ficher des commissions, mais vous allez vouloir un spread tout petit parce que vous allez avoir des petits objectifs, puis stop loss. Donc si vous rentrez en position et que le spread est déjà votre stop loss, bah c'est pas du tout cohérent. Donc il faut vraiment choisir son type de compte en fonction du type de trading qu'on va faire. Donc voilà, c'est la différence entre le bid et ask, mais en gros le bid c'est le prix d'exécution quand vous allez ouvrir une position vendeuse. Voilà, peu importe l'ordre, que ce soit un ordre limite, un sell stop, un SL, un TP, c'est quand il y a une position vendeuse qui est exécutée. Et le prix ask, eh bien c'est lors d'une position acheteuse. Et c'est la différence entre les deux qui donne le spread. Voilà, et c'est comme ça que le broker se rémunère, puisque en gros le broker prend la marge qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que voilà, cette marge ici, eh bien c'est la commission du broker qui s'applique sur vous. Ensuite, on va avoir les commissions. Sur ces commissions, eh bien qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est les frais facturés par les courtiers lors de l'exécution des transactions. Ici, le spread, il n'est pas dépendant de la taille de position que vous allez avoir. Il est fixe, que vous ouvrez 0,1 lot ou 10 lots, c'est le même spread. Évidemment, si vous ouvrez 0,1 lot ou 10 lots, pas la même rémunération pour le broker. Mais pour vous, ça reste le même. Il ne va pas augmenter en fonction de la taille de position. Par contre, les commissions, elles sont directement liées via un produit en croix. Hein. Si vous avez un lot, ça vous coûtera tant de dollars. Ça coûtera souvent entre 5 et 7 dollars du lot. Et donc, si vous avez un lot, eh bien, ça va vous coûter plus ou moins 5 ou 7 dollars. Ça dépend des courtiers. Mais si vous en avez 10, eh bien, ça vous coûtera 70 dollars. Voilà, c'est un produit en croix relativement facile à prendre en compte. Mais il faut aussi prendre en compte ça dans son trading, puisque quand vous allez calculer votre risque, eh bien, la commission et le spread peuvent influer votre rentabilité et surtout vous faire prendre plus de risques que ce que vous auriez voulu prendre à la base. Évidemment, il faut faire très attention à tout ça et se renseigner sur les commissions qu'on peut avoir avant de déposer quelconque euro sur quelconque broker, puisque on peut avoir des commissions sur les transactions effectuées, sur les ordres placés, sur les retraits, sur plein de choses. Et donc, il faut faire attention à ça et connaître les termes et conditions avant de chacun des brokers avant de faire quoi que ce soit. Pour revenir rapidement sur les différents types de commissions, vous allez avoir des commissions sur transactions, des commissions sur ordre ou sur service. Notre but en tant que trader, ça va être de, évidemment, réduire les commissions au maximum pour pouvoir gagner le plus d'argent possible et que le courtier en prenne le moins possible dans sa poche. Comment on va faire? Eh bien, on va, de un, comme je vous l'ai dit, choisir un courtier qui est adapté à son type de trading. De deux, réduire le nombre de transactions effectuées, prendre que les opportunités qui sont vraiment bonnes et ne pas rentrer en position, ressortir pour rentrer, etc. Voilà, on rentre dans un trade, on le garde. Évidemment, pour ça, il faut une bonne stratégie, il faut être sûr de tout ça, etc. Mais voilà, on réduit le nombre de transactions. Il faut faire une comparaison entre les courtiers en fonction du type de trading, du type de compte que vous allez vouloir avoir. Voilà, c'est très important et évidemment, en cas, il faut se renseigner sur tous les frais. Si vous faites du swing trading et qu'il y a des frais de swap qui s'appliquent, qui sont extrêmes, c'est des frais la nuit qui s'appliquent aux différentes devises, il faut vraiment faire attention à tout ça et calculer tous les coûts avant de rentrer en position pour pas que ça affecte votre rentabilité. Je vais maintenant vous présenter concrètement les différents mots de vocabulaire que vous devez comprendre, que vous allez devoir comprendre pour avoir une connaissance globale et des bases solides en trading et surtout pour pouvoir faire bien vos débuts et aller chercher la rentabilité plus tard. Donc concrètement, la première chose, ça va être une position short. Il y a deux types de positions, short et buy. Je vais vous présenter ici la short. C'est une position vendeuse, c'est-à-dire que vous allez vendre un actif que vous n'avez pas encore acheté dans l'espoir de le racheter à un prix moins élevé. Pourquoi est-ce que vous allez short? Eh bien, quand vous pensez que le marché va descendre, vous allez prendre une position vendeuse pour racheter le marché plus bas. Pour vous illustrer rapidement la chose, eh bien, pour vous illustrer rapidement ce que c'est, vous avez une voiture à 10 000 euros. Vous savez que la cote va descendre. Vous la vendez à votre voisin qui va l'acheter 10 000 euros et vous revenez le voir 2 ans après, vous allez lui acheter 8 000 euros. Bon, une voiture, c'est pas un très bon exemple parce qu'il y a une décote dans le temps, mais on dit que voilà, si elle vieillit pas et qu'elle prend pas de kilomètres, etc. Donc pour vous, c'est assez intéressant parce que vous avez gagné 2 000 euros sur la transaction. Voilà, vous lui avez vendu 10 000 et vous lui rachetez 8 000 juste après. Mais du coup, on part du principe ici que la voiture, vous ne l'aviez pas à la base, dans le sens où on va prendre l'exemple que vous faites un emprunt à la banque de 10 000 euros pour acheter une voiture, que vous vendez à votre voisin 10 000 euros et puis après, vous allez lui racheter un an plus tard ou un mois plus tard à 8 000 euros et donc lui, il a perdu 2 000 euros et vous les avez gagnés. Ensuite, on va avoir la position longue. Et bien, voilà, là, c'est très simple, c'est une position d'achat, c'est-à-dire que vous allez acheter un actif dans l'espoir de le revendre à un prix plus élevé. C'est relativement simple, j'ai pas besoin de épiloguer là-dessus. Ensuite, on va avoir deux choses, tendance bullish et
bearish. Je suis désolé pour les petits logos là, je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. Une tendance bullish, c'est une tendance à la hausse des prix des actifs sur le marché financier. Quand on va avoir une tendance haussière, on va privilégier de prendre des trades à la hausse, de prendre des achats pour suivre le cours de cette tendance. Quand un investisseur considère qu'une tendance est bullish, eh bien c'est signe d'un marché haussier, ça paraît assez logique, et les prix des actifs, eh bien ils vont continuer à monter tant qu'on est en tendance bullish. Évidemment, le prix il va pas monter tout le temps, il va monter, retracer, monter, retracer, monter, retracer, monter, retracer. Voilà, c'est comme ça qu'une tendance bullish se crée. Ensuite, on va avoir une tendance bearish. Eh bien, c'est la même chose, mais c'est une tendance à la baisse où on va avoir des expansions, des retracements, expansions, retracements. Donc ça descend, ça remonte un peu, ça redescend, ça remonte un peu, ça redescend. Voilà, comme ça qu'une tendance bearish se crée. Et logiquement, là-dedans, on va essayer de prendre des trades à la vente pour pouvoir profiter de cette tendance bearish, puisque les mouvements impulsifs sont faits à la baisse. Voilà, c'est ça en fait quand on a des tendances haussières. Les mouvements impulsifs et avec une grande amplitude sont faits à la hausse. Les petits mouvements de retracement sont faits avec peu d'amplitude, peu de volume. Et donc, on va essayer de profiter des gros mouvements pour essayer d'avoir des objectifs qui sont plus cohérents avec la tendance. Ensuite, si on parle d'entrée en position, on va avoir 3 types d'ordres. On va avoir le take profit, le stop loss et l'ordre de rentrer en position. Vous allez voir, je vais vous présenter après les différentes possibilités pour rentrer en position. Mais en gros, quand vous allez rentrer en position, votre prix d'entrée, c'est le prix break-even, c'est-à-dire c'est le prix où vous gagnez rien, vous perdez rien. Le stop loss, c'est le prix où votre analyse s'invalide. Vous dites, ok, bon moi à partir d'ici, je ne veux plus être dans mon trade puisque mon analyse s'invalide. J'ai tort. Donc je sors de ma position, je coupe les pertes. Take profit, je prends mes gains. J'ai déterminé un niveau au préalable où je me suis dit, là, si le prix va ici, je prends mes gains. Après, on va avoir pour la position sell, pareil, mais à l'envers. Vous avez votre prix d'entrée qui est là, le prix de break-even, le stop loss qui est au-dessus. Si le prix monte, eh bien, vous arrêtez parce que vous avez prévu qu'il allait descendre. Alors, s'il continue à monter, vous coupez votre position directement. Et ensuite, on a le take profit qui va viser du coup à racheter le marché un peu plus bas. Maintenant, il y a différents ordres pour entrer en position. Vous allez avoir des ordres buy stop, des ordres buy limit. Pour le buy, pour le sell, c'est exactement pareil. Le buy stop, c'est quoi? C'est en fait, vous allez prédire que l'actif va monter et vous voulez l'acheter à un prix supérieur que le prix actuel du marché. Et le buy limit, vous allez vous dire, ok, là, le prix est à un certain niveau. Je vais attendre qu'il revienne ici pour acheter, pour ensuite qu'il reparte. Et donc ça, c'est le buy limit quand c'est en dessous du prix. Quand c'est au-dessus du prix, eh bien, c'est le buy stop. Voilà, c'est relativement simple. Là, vous avez un schéma vis-à-vis de ça. Si vous êtes ici et que vous voulez acheter à un certain niveau, vous voulez attendre que le prix casse un high ou quoi que ce soit, eh bien, vous achetez à partir d'ici. Donc là, c'est un buy stop. Et si le prix est là et que vous voulez acheter plus bas, eh bien, c'est un buy limit. Voilà, c'est relativement simple. C'est pareil pour le sell, je vais pas vous le faire. Et voilà, c'est relativement pareil pour le sell, je vais pas vous le faire, c'est exactement pareil. Et ensuite, on va avoir quelques autres mots de vocabulaire qu'il fallait absolument que je vous présente pour que vous puissiez vraiment avoir des bases solides sur les marchés. L'effet levier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des fonds empruntés pour augmenter les gains potentiels, mais aussi les... Vous allez prendre un exemple. Par exemple, vous allez avoir un compte à 1000 euros. Si votre compte, il est en effet levier 100, eh bien, vous allez avoir accès à 100 000 euros de capital. Évidemment, les pertes, elles vont être 100 fois plus grosses, 100 fois plus rapides, et les gains vont être 100 fois plus gros, 100 fois plus rapides si vous utilisez tout l'effet de levier. Mais en fait, ça va vous permettre, si vous faites notamment du scalping, de rentrer avec des grosses positions, mais avec des SL tout petits. Donc, si vous perdez, eh bien, vous allez perdre pas grand-chose. Mais par contre, si vous gagnez, vous allez gagner beaucoup plus. Alors que sans effet de levier, c'est vraiment compliqué de gagner de l'argent en trading. Ensuite, le PIP, les pips. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un point dans le pourcentage. C'est une unité de mesure utilisée pour déterminer les fluctuations de prix sur le marché du forex. Vous allez avoir les points aussi sur le marché des actions et des indices. Donc voilà. On a ensuite les lots. Eh bien, c'est une unité de mesure standard pour la quantité d'un actif négocié sur le marché financier. Ça va dépendre de l'actif, de la devise du compte, pas mal de choses, mais en gros, un lot sur le forex, si on prend un lot, eh bien, c'est 100 000 unités de compte. Donc, si c'est 100 000 dollars, eh bien, votre un lot est égal à 100 000 dollars, si c'est un compte en dollars. Et la marge, eh bien, c'est le montant minimum de fonds nécessaire pour maintenir une position ouverte sur le marché. Quand vous allez, par exemple, avoir du levier, eh bien, il faut une marge de sécurité pour le broker, puisque, évidemment, quand vous avez 1000 euros en effet levier 100, vous pouvez perdre au maximum 1000 euros. Et donc, évidemment, les fluctuations peuvent aller très vite. Et donc, c'est pour ça que le broker garde une marge pour pouvoir être sûr que vous ne perdiez que l'argent que vous avez et pas son argent à lui. Et ensuite, on a deux mots très communs que vous devez sûrement connaître, mais je me devais de vous les rappeler, c'est le support et résistance. Support et résistance, ça veut pas forcément dire voilà, tracer des carrés, machin. Il y a plein de types de support et résistance. Ça peut être des OB, des AVG, des concepts SMC, ICT, du price action, du footprint, du carnet d'ordre. C'est pas spécifique au carré qu'on va tracer sur le marché. C'est vraiment un niveau où le prix va trouver du support, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'appuyer sur ce niveau pour repartir. Et la résistance, c'est un niveau où le prix va pouvoir trouver de la résistance et va donc se retourner sur ce niveau. Donc, je vous ai présenté les différents
différents mots de vocabulaire et maintenant on va directement partir avec l'analyse fonda et l'analyse technique. Alors concrètement, qu'est-ce que l'analyse technique? Eh bien, c'est l'étude des données historiques d'un actif pour pouvoir éventuellement prédire les tendances futures. Donc on parie que ce qui s'est passé dans le passé va potentiellement se repasser dans le futur. On a 4 types d'analyse technique, enfin 4 types d'indicateurs, voilà, de choses qu'on va pouvoir analyser pour prédire les mouvements futurs. On va avoir les indicateurs que moi je n'utilise pas. Donc vous allez avoir les moyennes mobiles qui vont reprendre la moyenne du cours du prix sur X période de temps. Donc moyenne 50, ça reprend la moyenne sur 50 bougies, voilà, etc. Après on va avoir les RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, Ishimoku, les profils de volume profile, etc. Ça, c'est des indicateurs techniques qui sont pour moi en retard, puisque pour que la période se valide sur l'indicateur, il faut attendre que la bougie soit clôturée. Donc, vous avez forcément un peu de retard. Ensuite, vous allez avoir les supports résistance. Donc là, ça peut être support résistance classique, donc les carrés, en fonction des touches, si le prix a rejeté, machin, voilà, moi je fais pas ça. Vous allez avoir tout ce qui est supply and demand, order block, fair value gap, rejection block, zone de liquidité, premium discount, range, etc. Ça, c'est des concepts d'analyse technique pure qu'on va utiliser en price action pour faire nos analyses techniques. Ensuite, vous allez avoir les corrélations. Vous pouvez analyser les corrélations entre devises corrélées positivement ou négativement qui vont vous permettre de savoir si un actif par rapport à un autre est plus fort ou plus faible et donc de prédire son cours potentiellement. Et ensuite, vous allez avoir les patterns, les schémas de prix pour rentrer en position. Donc, ça peut être double top, double bottom, des figures chartistes, voilà, des flags, des canals haussiers, des baissiers, des supports, des résistances, des machins, des breaker blocks, des turtle soup. Enfin, voilà, il y a absolument plein de patterns qui se reproduisent régulièrement sur le marché. Et donc, on va pouvoir potentiellement utiliser ça pour prédire ce qui peut se passer dans le futur. Et maintenant, on a l'analyse fonda. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça évalue la valeur d'un actif en examinant des données économiques, financières et d'autres facteurs pour déterminer ses perspectives à court, moyen et long terme sur les marchés financiers. On va avoir 3 choses principales. La première chose, ça va être la situation économique du pays. Donc, si on est une action ou une devise, ça va être par exemple pour l'Europe, eh bien, ça va être la situation économique de l'euro. Donc, au niveau de l'inflation, du taux d'emploi, du taux de chômage, de la balance commerciale, du PIB, de tous les chiffres économiques relatifs à la situation économique du pays. Donc ça va influer sur l'analyse fondamentale. Cette situation économique, elle va surtout influer sur la décision monétaire des banques centrales parce que les décisions de taux d'intérêt des banques centrales, elles vont influer sur les rewards que ça peut amener. Donc par exemple sur votre livret A, voilà, et pour tout ce qui est du carry trading, mais c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer là-dedans en détail, mais si par exemple vous avez un taux d'intérêt qui est à 5%, bien ça va être intéressant pour vous de garder la devise en question puisque vous allez être rémunéré à 5% par an sur cette devise. Par contre, si vous avez un taux d'intérêt à 1%, ça va pas être intéressant puisqu'il y aura sûrement d'autres devises qui seront beaucoup plus intéressantes sur lesquelles vous allez pouvoir gagner plus d'argent. Donc voilà concrètement les taux d'intérêt, à quoi ça sert. Et surtout, les décisions monétaires vont influer sur la situation économique et la situation économique va influer sur le cours des actifs évidemment. En 3, le contexte géopolitique, parce qu'évidemment ça va énormément influer sur la confiance des investisseurs, etc. Et donc si vous avez une situation qui n'est pas stable, où il y a des conflits, que ce soit en manière politique ou géopolitique, que ce soit des guerres, etc., évidemment ça va pas donner de confiance aux investisseurs. Si on est dans une situation de guerre, vous n'avez pas envie d'investir dans des actions d'entreprise dans le pays. Voilà, ça paraît assez logique, mais ça, évidemment, ça influe sur l'analyse fondamentale et sur le cours des actifs. Concrètement, comment on va utiliser cette analyse technique, cette analyse fondamentale pour trader et comment on sait quelle part approximativement il faut utiliser dans chacun des types de trading? Eh bien, quand on va faire du court terme, du scalping, on n'a pas d'analyse fonda, 100% d'analyse technique. Quand on fait du day trading, on peut être entre 75% d'analyse technique, 25% de fonda, ou voilà, réduire la part à 90-10 ou même à 100%. Il y a des day traders qui font absolument pas de fonda. Après, on a le swing trading. Pour moi, c'est plus ou moins 50-50 ou 60-40 sur l'analyse fonda. Pardon pour la petite faute d'orthographe qu'il y a là. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut adapter son type d'analyse en fonction du type de trading qu'on va faire. Maintenant, je tenais à aborder avec vous un sujet très important qui est le risk management, la gestion du risque. C'est un aspect essentiel du trading pour pouvoir vraiment être rentable à long terme et assurer le fait que le capital ne soit pas cramé en quelque sorte. Donc, ça va être vraiment très important. Comment concrètement on va pouvoir réussir à gérer son risque? Eh bien, la première chose, ça va être de toujours avoir un stop loss avant d'entrer en position. Il faut déterminer la taille de son stop loss par rapport à son prix d'entrée pour pouvoir calculer son lot de manière efficace et risquer un pourcentage fixe du capital que vous allez pouvoir perdre pour cette position. Donc évidemment, on calcule toujours la taille de position, on met toujours un stop loss. Il faut déterminer le risque qu'on veut avant de rentrer en position, savoir si on veut 0,5, 1%, 2% de risque. Il faut toujours déterminer le risque avant de faire quelconque analyse, parce que après, sinon, votre analyse peut influer sur le risque que vous allez prendre. Et surtout, eh bien, il faut toujours placer votre stop loss et déterminer votre point de take profit si ce n'est pas fait, parce que ça va être extrêmement important dans votre risk management. Il faut bien déterminer ses objectifs, mais aussi son stop, voilà, son stop loss, mais aussi ses objectifs pour vraiment avoir une gestion efficace de l'ensemble des positions. Si on parle concrètement de risque par trade, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Sur un compte propre ou un challenge propre firme, si vous êtes vraiment expérimenté, vous pouvez monter jusqu'à 2% de risque par trade. Et puis,
après, donc ça, c'est vraiment pour de la gestion dite risquée. Et après, quand vous allez avoir un compte propre financier ou que si vous voulez gérer votre compte propre de manière vraiment safe, eh bien, pas dépasser les 1% de risque. C'est vraiment le maximum. Moi, sur certains comptes Foodnet, je suis à 0,5% de risque. Sur des comptes propres, bon, je monte à 1, 2%, ça dépend, mais arrêtez d'aller chercher 3, 4, 5, 6, 10%, à part si vous voulez faire un flip account. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis là pour chercher une performance stable sur le long terme. Donc, respectez votre risque, prenez un risque faible et modéré et surtout calculé. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être rentable sur le long terme. Maintenant, je vais aborder un point essentiel en trading qui est la psychologie. Évidemment, le trading, il repose pas uniquement sur des compétences techniques et analytiques puisque la psychologie joue un rôle crucial dans la prise de décision et la réussite, votre réussite sur le long terme. Ce qui va être le plus dur en trading, ça va être vraiment de gérer entre émotion et rationalité. Défi, hein, concrètement, ça va être de maîtriser ses émotions pour réussir à prendre des trades, des opportunités qui sont uniquement dans notre stratégie, des opportunités cohérentes et qui vont nous permettre de réaliser une performance stable sur le long terme. Alors que si vous n'avez pas une bonne psychologie, eh bien, ça va vous amener à faire des erreurs psychologiques qui peuvent évidemment conduire à de grosses pertes financières et je pense que beaucoup d'entre vous en ont fait la preuve. Et donc, concrètement, aujourd'hui, 95% des traders qui ne sont pas rentables sur les marchés financiers ont une mauvaise psychologie. Évidemment, il faut avoir une bonne stratégie, il faut avoir des datas dessus, etc. Il faut bien savoir comment construire une discipline. Mais une fois que vous avez votre discipline, si vous n'arrivez pas à être rentable, si vous avez votre stratégie, vous savez qu'elle est rentable, c'est uniquement à cause de votre psychologie. Et pour maîtriser sa psychologie, eh bien, il y a plusieurs méthodes qu'il faut utiliser. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Concrètement, quelles sont les raisons de l'échec en trading? Il y a 4 principales raisons. C'est que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas habitué à avoir un environnement illimité. Ici, on n'a personne pour nous dire quoi faire, voilà, si on doit acheter, vendre, ne rien faire, etc. Personne nous donne d'ordre, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Dans le monde humain normal, il y a toujours des règles, peu importe où vous êtes, si vous êtes chez vous, si vous êtes voilà, dans la rue, sur la route, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et ça, on est habitué à être cadré, voilà, depuis qu'on est petit, c'est comme ça, il y a des règles à tenir, il faut bien se tenir, faut pas parler mal aux gens qu'on connaît pas, etc. Sur les marchés financiers, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, évidemment, il y a des choses qu'on peut pas faire, mais quand vous êtes là devant tout seul, vous, devant les graphiques, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter, vendre, ne rien faire, mettre un ISL ici, machin, un TP, etc. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et donc ça, c'est relativement dangereux pour votre psychologie et surtout pour votre capital. Le deuxième point, c'est la recherche de certitude. Vous allez toujours vouloir avoir raison à 100%, vous allez vouloir montrer que vous êtes le meilleur, faire les meilleures analyses, etc. Ça n'existe pas. Aucun trader ne gagne à chaque fois. On a des win rates pour les meilleurs traders. Moi, je pense que je fais partie aujourd'hui, je suis un bon trader, mais je suis pas du tout le meilleur. J'ai un win rate qui tourne autour de 60%, ce qui est déjà extrêmement bien. Et même les meilleurs traders au monde, voilà, si on monte à 70%, je pense que c'est vraiment un maximum. On peut pas avoir raison à 100%, c'est pas possible. Troisième chose, c'est la dépendance aux récompenses aléatoires. Beaucoup de gens vont associer le trading au casino. Pas possible. On n'est pas là pour faire du gambling. On est là pour vraiment faire des mathématiques, si je peux dire ça comme ça. On va analyser les données sur le passé et essayer de prédire ça dans le futur. On va pas être là pour voilà, faire du gambling, foutre des lots n'importe comment, voilà, cramer des comptes. C'est pas possible. Pas calculer son risque, pas mettre de stop loss. On est là pour faire un métier. C'est des compétences qui s'acquièrent au fil du temps et on n'est pas là pour jouer au casino. Vous voulez jouer au casino et avoir de l'adrénaline quand vous allez rentrer en position, allez au casino. Le trading, c'est vraiment pas fait pour ça. Voilà, la troisième chose qui rejoint un peu, la quatrième chose qui rejoint un peu la première, c'est le fait d'avoir une sensation de liberté totale. On peut travailler d'où on veut, quand on veut, à l'heure qu'on veut. Personne ne pourra dire quoi faire, quand nous lever, etc. Donc c'est vraiment très déstabilisant pour l'humain qui est habitué à être cantonné en quelque sorte dans une situation en particulier. Donc voilà. Quel biais psychologique il va falloir absolument éviter pour ne pas faire d'erreur psychologique et surtout pour conserver son capital. Du coup, concrètement, comment maîtriser sa psychologie? Eh bien, il va falloir faire 4 choses. Première chose, c'est utiliser la théorie des probabilités. Comprendre que le win rate ne peut pas être à 100% et qu'on va jouer sur les probabilités. On va mettre le plus de probabilités de notre côté avant chaque entrée en position pour essayer d'avoir raison et essayer de ne pas avoir. Mais évidemment, on ne peut pas avoir raison à 100%. On met le plus de probabilités de son côté pour vraiment essayer d'avoir les meilleures opportunités possibles quand on va rentrer sur le marché. Deuxième chose, avoir des datas. Il faut construire des datas sur votre stratégie. À quoi ça va concrètement vous servir? C'est ce que je disais notamment dans le vlog de Timéo la semaine dernière. Je vous invite notamment à aller voir sa chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Je disais que comment vous voulez avoir confiance en votre stratégie si vous n'avez pas de data, si vous ne savez pas si elle est rentable et si vous ne pouvez pas construire votre discipline autour de celle-ci. C'est impossible. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir une stratégie, évidemment. Et la deuxième chose, c'est de construire des datas sur celle-ci pour savoir si elle est rentable et pour prendre confiance en votre stratégie. Troisième point, c'est le risk management. Je vous l'ai présenté et il faut absolument toujours mettre un stop loss, toujours connaître son risque avant d'entrer en position, toujours calculer son risque et toujours bien mettre des take profits pour que voilà, votre risk management soit efficace. Et ça, c'est très important et il faut vraiment l'intégrer dans son trading. Et évidemment, il faut mécaniser au maximum son plan de trading pour réduire les erreurs psychologiques. Moins le
le plan va être mécanisé, plus vous allez être apte à faire des erreurs psychologiques, à prendre des positions qui sont pas forcément pertinentes, etc. Donc évidemment, on peut pas mécaniser un plan à 100% parce que le trading demande un peu de capacité intellectuelle aussi, mais il faut vraiment le mécaniser au maximum pour pouvoir avoir le moins de biais psychologiques qui se créent. Concrètement, quel est le processus qu'on utilise nous en interne à l'intérieur de l'accompagnement Algora Finance pour avoir les résultats qu'on a et pour mener quasiment 100% de nos élèves jusqu'à la rentabilité? Parce qu'évidemment, si vous ne travaillez pas, on ne peut rien faire pour vous. Le trading, ça demande énormément de travail. Nous, on vous donne les connaissances, les ressources, tout ce qu'il faut pour devenir rentable. Mais si vous ne travaillez pas, on ne peut pas vous accompagner jusqu'à la rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est très proche des 100%. Tous les élèves qui travaillent, on arrive à les faire devenir rentables, mais ceux qui ne travaillent pas, malheureusement, on n'y peut rien pour eux. Concrètement, quel est ce processus? La première étape, ça va être de se former et de prendre des notes. Il faut absolument regarder toutes les vidéos, les masterclass et tout le contenu qu'on met à disposition dans notre accompagnement et prendre des notes là-dessus. C'est très important. La deuxième chose, c'est appliquer tous les concepts. Après chaque vidéo, quand vous allez apprendre quoi que ce soit sur YouTube ou dans notre accompagnement, eh bien, il faut appliquer pour assimiler et il faut étudier ça sur les graphiques. Sinon, vous ne pouvez pas l'intégrer le concept, vous ne pouvez pas vous en rappeler, vous ne pouvez pas savoir comment après l'appliquer à votre trading et vous ne développez pas votre vision de marché, ce qui est très important. La troisième chose, ça va être élaborer un plan de trading. Vous allez construire votre plan de trading personnalisé avec, en l'occurrence, notre référent, mais nous, c'est plus exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur de l'accompagnement, je vous donne directement mon plan de trading, ma stratégie, et après, on le personnalise en fonction de vous, de votre caractère, du temps que vous avez à passer, des actifs que vous aimez trader, etc. Quatrième point, c'est le backtesting de la stratégie. Pourquoi il faut backtester? Eh bien, construire de la data. Comme je l'ai dit, c'est pour maîtriser votre psychologie. Sans data, vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas de psychologie, vous ne savez pas si c'est rentable, donc c'est très important. Il faut backtester la stratégie, et ça va vous permettre aussi de maîtriser la stratégie, de maîtriser les systèmes d'entrée en position, etc. Donc ça, c'est très important. Le cinquième point, c'est le démo trading. Vous n'allez pas directement aller en réel ou sur le challenge propre firme. Il faut d'abord s'assurer que dans des conditions de marché réelles, vous arrivez à appliquer la stratégie et s'assurer que vous arrivez à être rentable en réel. Donc, c'est les premiers pas dans le monde du trading en réel qu'il ne faut pas négliger. C'est très important, même si on a directement envie d'aller dans le concret à fond. Si vous ne suivez pas ce processus à la lettre et vous voulez boycotter des étapes, eh bien, vous allez perdre du temps. Voilà, donc à chaque fois, en fait, vous allez être obligé de revenir. Si vous sautez une, vous allez revenir au départ, là où vous avez commencé à vouloir sauter une étape. Il faut absolument suivre ce processus dans le sens dans lequel on vous le donne. Le sixième point, c'est le premier challenge propre firme fictif. Vous allez, évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous ici n'ont pas des dizaines de milliers d'euros de capital pour trader. Et nous, on ne va pas jouer sur la performance ni sur le risque pour avoir plus de gains. On va jouer sur le capital parce que notre trading va rester le même et on va chercher plus de leviers pour gagner plus d'argent. Donc c'est ça, c'est les propres firmes et ça va nous permettre à accéder à plusieurs centaines de milliers d'euros de capital avec des investissements initiaux qui sont très faibles et ce qui est du coup très intéressant et ce qui nous permet du coup de gagner beaucoup d'argent. Le premier challenge fictif propre firme qui est très important, il faut absolument le réussir, en réussir plusieurs avant d'aller sur des challenges réels. On n'est pas à un mois près. Il faut arrêter d'être pressé quand vous êtes en trading. C'est une discipline qui prend des mois et des mois et des mois et des mois et même des années. Moi, j'ai mis plus de 2 ans et demi avant d'être rentable. Arrêtez d'être pressé, de vouloir directement aller sur des challenges propre firme. Vous allez les cramer. Faites les choses dans le bon ordre. Premier challenge fictif et ensuite, après une fois que vous réussissez, vous pouvez aller chercher votre premier challenge propre firme réel. Et après, vous allez évidemment aller chercher beaucoup plus de leviers et voilà, pouvoir devenir vraiment rentable sur le long terme. Ça, c'est vraiment à partir du moment où vous allez avoir une bonne gestion du risque, une bonne stratégie, du data trust, que vous allez bien gérer votre psychologie. Voilà, c'est un ensemble de choses qui vont faire que vous allez potentiellement pouvoir aller chercher du levier de capital et justement jouer sur ce levier qui est le capital plutôt que sur le risque et sur la performance qui bousillerait en quelque sorte tous les efforts que vous avez fait avant, puisque si vous apprenez à bien gérer votre risque, voilà, à prendre des opportunités qualitatives et non pas aller dans la quantité, eh bien si vous voulez changer pour faire plus de performance, eh bien ça va absolument mettre à mal tous les efforts que vous avez fait juste avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si aujourd'hui vous êtes débutant, formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable ou alors tout simplement que vous voulez vous lancer en trading, prenez un appel avec moi dans la description, je ferai un diagnostic de votre situation, je vous aiderai à résoudre vos problèmes si vous en avez et si vous n'en avez pas, j'essaierai de vous guider pour que vous ne puissiez faire le moins d'erreurs possible quand vous allez vous lancer en trading. Donc voilà, prenez un appel, c'est en dessous, c'est gratuit, c'est pour moi. Et puis voilà, je prendrai uniquement 10 ou 15 personnes maximum sur cette vidéo et sur les 2 prochaines semaines qui vont venir parce que moi je forme pas beaucoup de personnes, je préfère vraiment me concentrer sur mes élèves pour les former personnellement parce que voilà, c'est quelque chose que je tiens à faire. Je coach chacun de mes élèves personnellement, je les forme personnellement et c'est ce qui fait aujourd'hui les résultats qu'on a. Donc voilà, prenez un appel dans la description, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous aider et sinon on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao.